Salut les bitounes. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a une identité de produit numérique. Alors ça paraît rien, mais en fait c'est une régulation et un contrôle de taxation sur les objets d'occasion. D'accord? Ils vont organiser une traçabilité à travers un QR code sur chaque produit pour avoir une traçabilité sur chaque produit. Mais quand un État veut une traçabilité sur quelque chose, c'est qu'il veut taxer quelque chose. D'accord? Donc ça veut dire que une fois que ce système de numérisation des produits, ça veut dire qu'il y aura une taxation à chaque achat-revente, parce qu'ils expliquent qu'il y aura une traçabilité des antécédents propriétaires du produit. Donc ça veut dire qu'il y aura cette capacité de taxation. Ce qui est drôle, parce qu'on commence à avoir quand même, si vous suivez un peu toutes mes vidéos, il y a quand même une arborescence qui commence à se mettre en place. On identifie les personnes, on leur met des passes numériques, des passes carbone, des passes sanitaires demain. On aura un euro numérique. Il y a le chat control qui va permettre de contrôler toutes les conversations privées, même sur des messageries chiffrées. Maintenant, les produits sont suivis aussi, enfin, ils veulent faire suivre aussi les produits, avec un euro numérique qui va venir chapeauter tout. Donc, il y a quelques petites avancées aussi en termes d'information, c'est que c'est les banques qui vont être chargées de stocker les identités numériques. C'est quand même beau, ça. Sachant une chose, n'oublie pas une chose. Aujourd'hui, ce sont les banques qui payent le coût de la création monétaire, les banques privées. Demain, elles nous feront payer le prix de la création monétaire pour la simple et bonne raison, c'est que si vous n'avez pas moyen d'échapper au cartel bancaire, vous y serez prisonnier. Et vu que vous en êtes prisonnier, ils font ce qu'ils veulent des prix. Ça s'appelle une hégémonie. C'est tout ce que déteste le libéralisme, en fait. Le vrai libéralisme est une sorte d'opposition au capitalisme, le capitalisme ayant une tendance naturelle à la centralisation et au monopole. Le libéralisme, avec Standard Oil aux États-Unis par exemple, qui a été cassé à l'époque, et ben en fait, ils vont empêcher ça. En fait. Ils sont en train de créer un monopole bancaire, un monopole de fichage de produits, un monopole d'identité numérique, qui vont être un monopole global au final, d'accord, mais la réalité elle est là, c'est que on n'est pas en libéralisme en Europe. Ceux qui pensent que l'Europe est libérale, c'est un mensonge en fait. Le libéralisme, c'est combattre les dérives du capital par la loi. D'accord ? Donc ça veut dire que la tendance naturelle, il y a deux tendances naturelles au capitalisme. La crise systémique, d'accord ? Mais c'est assez sain dans un système capitaliste en réalité. Je vais poser la question là et je ferai peut-être une vidéo pour essayer de donner des pistes pour y répondre. Mais je me demande si la part de socialisme n'est pas la part de crise systémique du capital, dans le sens où le socialisme empêche ou freine le principe de création destructrice. Mais on y reviendra dans un autre truc. Mais donc le libéralisme est en opposition au capitalisme sur les monopoles, d'accord, et la crise systémique en fait, d'accord. Il essaye de pallier à ces deux patterns incontournables du capitalisme par la loi en fait, d'accord. Donc c'est sain. Aujourd'hui, on a des gouvernants qui sont les outils du capital, qui usent des crises systémiques du capital, voire accélèrent certaines crises du capital, comme on peut le voir avec couper les relations commerciales avec la Russie, histoire de nous priver de notre principale assurance énergétique au niveau de l'Eurasie. Donc je me dis, en coupant cette voie-là, en fait, on coupe une assurance potentielle. C'est-à-dire qu'on aurait eu la potentialité aujourd'hui de commercer avec la Russie sur du pétrole, sur du gaz. Idéologiquement, l'Union européenne veut se braquer contre. Pourquoi ? Est-ce que c'est pour avancer une crise systémique plus puissante que celle qu'on aurait dû avoir normalement, afin de mettre en place le fameux gouvernement mondial et toutes ces choses-là, en fait. D'accord ? On le voit aujourd'hui, l'euro numérique, Emmanuel Macron l'a dit, il faut accélérer le calendrier européen.
Donc en fait, il le voit que c'est une période de crise. Les périodes de crise sont des périodes d'accélération de politique du système et de mise en place d'infrastructures coercitives pour les peuples. Et on le voit en fait. On le voit, ça se met en place, ça se fait petit à petit. Personne ne réagit. On vous met un pseudo-virus histoire de vous dire regardez ailleurs. Mais la réalité, elle est là. La réalité, c'est que le système de la Commission européenne, parce que l'identité de produit numérique, numérique de produit, c'est la Commission européenne qui veut le faire, d'accord ? Commission européenne qui s'arroge des droits en permanence au-delà de ce qui a été défini à la base. Par exemple, l'endettement commun de l'Union européenne de 700 milliards, dont 300 milliards, on ne sait toujours pas ce qu'ils sont advenus. Sur ce qui a été dépensé, en réalité, on a forcé les États européens, les nations européennes, à s'endetter, elles, pour un prêt européen, mais l'argent européen qui a été débloqué ne leur est donné qu'en contrepartie de mise en place de lois dont la Commission a envie. Donc en fait, on donne de l'argent à la Commission européenne pour un levier bancaire et un levier d'endettement, mais cet argent nous est donné à condition qu'on modifie notre juridiction. Excusez-moi, mais pour moi, c'est de la manipulation. Une mafia fonctionne comme ça, en fait. C'est, je vais dans ton magasin, je te propose la sécurité. Tu me dis non, je te brise toutes les vitres et je te brise tout l'intérieur de ton établissement. Je reviens le lendemain, je te dis, t'es sûr que tu veux pas de la sécurité ? C'est exactement ce qui se passe, en fait. D'accord ? C'est une mafia. Vraiment, c'est une mafia. Donc, que les gens ne le voient pas, c'est une chose. Après... Le problème, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'un individu seul peut faire ? Moi, je fais des vidéos, ça sert à rien en réalité, hein, je vous le dis. Je le fais par catharsis parce que j'en ai un peu plein le cul de le répéter au quotidien aux gens discrètement. Donc aux gens au quotidien, j'en parle même plus parce que le lambda du quotidien il a des années-lumière. Je me dis que sur Internet, je vais peut-être trouver des personnes qui ont un minimum de compréhension de ce qui se passe, d'accord ? Mais ça ne fait toujours pas une action qui mène à quelque chose en réalité, d'accord ? Il y a quelques années, il y a même maintenant 10 ans, j'avais écrit un texte qui s'appelait le serment citoyen. Le serment citoyen dans le sens où en fait on ne peut pas gouverner par la morale, c'est ce que fait la République, c'est ce que fait la Commission européenne, d'accord ? Il est immoral de faire ça, il est immoral de penser ça, il est immoral, d'accord ? Donc ça s'appelle une coercition morale, c'est de l'ingénierie sociale basique, d'accord ? L'Église faisait ça avant, aujourd'hui ils le font avec le scientisme et un grand renfort d'arguments, de statistiques et de résultats scientifiques interprétés, d'accord ? Qui ne sont pas les résultats scientifiques interprétés dans le contexte où ils ont été établis, mais interprétés en fonction de la vision politique. Donc, mais je suis parti sur ce principe de serment citoyen parce que je pense qu'il n'y a qu'une chose qui fait une grande civilisation, et c'est un truc que je partage avec la gauche pour le coup. La gauche avait tenté par l'éducation nationale, alors je pars un peu dans tous les sens, mais c'est ma petite revue du matin, je me fais plaisir aussi. La gauche avait pensé une chose qui était très vraie en fait, hein, c'est que par l'éducation, on peut réussir à constituer un individu avec une éthique, d'accord ? Et donc l'utopie, ils étaient conscients que c'était une utopie, hein, d'accord ? On ne se passera jamais de loi, mais c'était qu'on pouvait avoir une absence de loi si on avait des individus dans leur complexité constitués d'une éthique, d'accord ? Donc la loi est une forme de contrainte sociale aux gens qui n'ont pas d'éthique, d'accord ? Donc si par l'instruction nationale, ce qu'a essayé de faire la gauche au début, puis elle a compris que c'était un système d'ingénierie, que c'était plus facile d'éduquer les gens pour qu'ils obéissent et qu'ils votent comme on veut qu'ils votent, et donc elle s'est mise à faire de l'éducation et donc à dresser une population et à dresser des électeurs et plus des citoyens. Donc la gauche a elle-même perdu son idéal, ou trahi son idéal plus exactement, et je suis assez d'accord sur le principe de cet idéal. Moi, l'idéal que les individus aient une éthique, mais le problème c'est qu'une éthique c'est un corpus commun à établir et à faire respecter. Et je pense que le principe du serment, un serment citoyen, ça veut dire que tu veux être un électeur, tu es un électeur, tu as un droit de vote pour des représentants, tu veux être citoyen, tu prêtes un serment, et tu peux être nommé, et non plus voter pour des personnes, mais nommer des personnes. C'est-à-dire que
tu as le choix sur toute la population et tu nommes qui tu veux. Tu arrêtes de voter pour les personnes qui se présentent en fait. D'accord ? La seule limite, c'est que les électeurs ne peuvent pas être nommés et les citoyens qui ont prêté le serment, justement, pourraient être nommés directement. C'est plus intéressant. Et ceux qui ont le plus de nominations, ils remplissent l'Assemblée. C'est comme ça. Et je trouve ça un peu plus démocratique. C'est un mi-chemin entre une représentation par choix de ceux qui veulent représenter et une représentation plus démocratique dans le sens où tu veux être un citoyen, c'est-à-dire que tu veux interagir avec la loi directement, ça a des conséquences. Ça a des conséquences, ça veut dire que tu peux être nommé pour rédiger les lois directement. C'est aussi simple que ça. Je pourrais développer ce système-là, mais voilà. Pour revenir à la Commission européenne aujourd'hui, il y a une destruction des nations au profit de la Commission européenne. Et le Parlement n'a pas arrêté de penser que parce qu'il y a un Parlement, c'est démocratique, le Parlement n'a pas de pouvoir. D'accord ? Faut arrêter un peu ça. Le Parlement, c'est une antichambre de rente financière qui n'a pas réellement d'utilité réelle. On peut le voir avec un dernier exemple en date, le Mercosur. Le Parlement a voté contre, les États étaient contre, les présidents des États étaient contre, et Von der Leyen le fait passer quand même. Donc c'est pour vous dire qu'ils n'ont pas d'importance en fait, d'accord ? Et ils ont juste à fermer leur gueule et à appliquer ce qu'on leur dit d'appliquer. C'est pour faire un semblant de démocratie, pour éviter une révolte populaire. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de démocratie à l'échelon européen. D'accord ? Même pas représentative. D'accord ? C'est la Commission qui décide. Le jour où vous comprendrez ça, c'est la Commission et les lobbies. Il y a deux injonctions qui dirigent à ce niveau-là. Donc c'est les acteurs privés puissants. Donc il y a eu l'histoire avec Zuckerberg et Facebook et le DSA, d'accord ? La mise en place du DSA, Zuckerberg a été, le lobby de Facebook a été acteur dans la rédaction du DSA. Donc vu qu'il était acteur dans la rédaction du DSA, il s'est mis en avantage concurrentiel vis-à-vis des autres plateformes et il les a baisés comme ça en fait. Donc en fait, il n'y a que... Et c'est le problème entre acteurs privés et acteurs publics en fait. C'est qu'un acteur public qui commence à prendre conseil auprès des acteurs privés, sans prendre en compte que l'acteur privé a toujours des intérêts personnels de marché. Il y a mon avant-dernière vidéo, sur ce qui s'est passé avec Symbio et Stellantis, avec les acteurs privés qui ont fait de la recherche avec de l'argent public et qui possèdent aujourd'hui les brevets et qui ont liquidé la société. Super. Eux vont faire de l'argent avec ces brevets-là. L'État a payé et rien. Voilà. Tu ne peux pas demander à un acteur privé d'être honnête avec un État. C'est pas possible. L'État et l'acteur privé ont des rôles différents. C'est important qu'ils soient séparés parce que le rôle de l'acteur public, c'est de protéger les citoyens et leur liberté. Le rôle de l'acteur privé, c'est l'expansion de son marché. Et quand on fait la somme de l'expansion de tous les marchés des personnes, on a ce qu'on appelle l'expansion naturelle du marché. Et pour vous donner une petite image moi j'adore cette image-là, le marché c'est comme de l'eau. S'il y a le barrage qui cède, l'eau elle s'infiltre. Si la falaise s'effondre, l'eau va rentrer dedans. Si il y a la moindre brèche dans la coque du navire, ça rentre. Et je vais reprendre l'éthique et la morale pour finir sur ça. Prenez un navire, vous avez une coque, ce qui fait l'étanchéité de la coque. C'est une sorte de... À la base, historiquement, c'est de la fibre de chanvre qui, une fois le bateau mis à l'eau, va gonfler et va faire l'étanchéité. Donc, cette fibre de chanvre, c'est l'éthique. C'est ce qui fait l'étanchéité de la coque, ce qui protège l'intérieur, donc la civilisation, de la prédation du marché qui sinon coulerait le navire, littéralement. Et c'est pas une volonté méchante du marché, faut pas croire, c'est juste sa nature. Et donc il y a l'éthique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le navire fait une pression d'ingénierie morale
sur l'intérieur du navire au lieu de s'occuper d'exercer une pression vers l'extérieur du navire pour éviter de prendre l'eau. Qu'est-ce qui arrive quand un navire prend l'eau ? Je vais finir sur ça, je pense que vous le savez. Une bonne journée à tous, il fait nuageux, il y a du vent, ça va être une journée de merde dans les jardins. Allez, bonne journée, ciao.